C'est fini après. Terminé. On arrête tout. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Absolument. Avec au sommaire ce soir, vous avez aimé Javier Milei, le nouveau président argentin. Vous allez adorer sa sœur, Karina Milei. C'est sa très proche collaboratrice, ultra puissante dans le nouveau dispositif présidentiel. On ira à Gaza. Comment travaillent les journalistes sur place? Ils sont peu nombreux entre séquences embarquées avec les autorités israéliennes et reportages indépendants. Enfin, direction la Russie, où Vladimir Poutine essaye de nous faire croire que l'élection présidentielle en 2024 serait parfaitement démocratique. Et on commence avec le portrait de la semaine. Javier Milei, le nouveau président argentin, a une étonnante première dame. Oui, on l'a découverte quand Volodymyr Zelensky est venu visiter Javier Milei lors de son investiture. Le nouveau président argentin lui a alors présenté la deuxième personne la plus importante du pays. Oh, I will introduce my sister. She's the boss. She's the real boss. Et voilà, voici Karina Milei, la personne dont il est le plus proche au monde, sa sœur cadette de 2 ans, sa confidente, sa chef de campagne, sa stratège. On l'avait découverte aux côtés de son frère dans un film de campagne surréaliste, sorte de Casa de Papel argentine, où Milei détruit la banque centrale. Et le jour de son investiture, Karina Milei était absolument partout, paradant aux côtés de son frère dans les rues de Buenos Aires, acclamée à ses côtés au balcon d'un théâtre. Qui d'autre qu'elle pour introduire le nouveau président? Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. La presse argentine considère que Karina Milei est la première dame. Pourtant, Javier Milei a bien une compagne. Elle s'appelle Fátima Flores, une star de télé qu'il a évidemment rencontrée sur un plateau de télé. El señor Javier Milei. La señora Fátima Flores. Fátima Flores est très discrète depuis l'élection de son compagnon. Impossible de faire de l'ombre à Karina. Elle a obtenu en plus un poste officiel. Karina Elizabeth Milei. El cargo de secretaria general de la presidencia de la Nación. Javier Milei fond en larmes comme à chaque fois ou presque qu'il parle de sa sœur. Leur relation est pour le moins chelou. Il la compare au prophète Moïse. Parlez-moi de votre sœur. Vous avez une dévotion pour elle. Vous savez, Moïse était un grand leader, mais il n'était pas un bon messager. Dieu lui a donc envoyé Aaron pour répandre la bonne parole. Eh bien, Karine est Moïse, et je suis son messager. Je ne suis qu'un messager. Avant d'être président, Javier Milei était un polémiste de plateau télé. Il passait tout à la tronçonneuse, sauf sa sœur, la personne la plus pure au monde. C'est l'être le plus merveilleux de l'univers. Ma sœur représente la pureté morale. Elle est en dehors des paramètres normaux. Ses valeurs morales sont impeccables. En fait, Karina est la femme de l'ombre qui a fait de l'OVNI Javier Milei un présidentiable en puissance. Les entrées en meeting façon Mick Jagger, par exemple, c'est elle. Le logo du lion qui rugit, c'est encore elle. Cette idée de faire gagner son salaire de député à un Argentin tiré au sort en direct à la télé, c'est signé aussi Karina. Hola Jonathan, te ganaste las 370 lucas. Et avant de murmurer à l'oreille du président argentin, Karina Milei vendait des pâtisseries sur Instagram et tirait des cartes au tarot. C'est ce qui lui vaut une réputation un peu sulfureuse. Karina prend parfois des décisions politiques en recourant au tarot ou à des séances de spiritisme avec des animaux. Et depuis son plus jeune âge, Karina Milei suit partout son grand frère quand il entame une carrière de footballeur ou quand il lance un groupe de rock. Javier Milei a été longtemps brouillé avec ses parents, ce qu'il appelle ses géniteurs. Je ne parle plus à mes géniteurs. Ce n'est pas un drame. Les personnes toxiques, tu t'en débarrasses. Pour moi, c'est comme s'ils n'existaient plus. Karina, de toute évidence, des talents politiques. Elle a réussi l'exploit de réconcilier son frère et ses parents. Ils étaient bien présents en pleurs lors de son investiture. Alors, côté politique, Karina Milei fait tout comme son frère. Elle est notamment contre le mouvement féministe et contre l'avortement.
Direction le Proche-Orient où c'est de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la bande de Gaza. Oui, car les journalistes locaux travaillent dans des conditions indignes et les journalistes internationaux n'ont accès qu'à très peu de zones. Impossible pour eux de circuler librement dans la bande de Gaza. Le seul moyen est donc d'être invités par l'armée israélienne. Western journalists are restricted from traveling into Gaza without an Israeli military escort. Notre correspondante a travaillé en respectant les règles fixées par les militaires israéliens. We were only allowed to film where the military allowed us. Must submit footage filmed in Gaza to Israeli military for review. Et cela donne ce genre d'image. Les médias gardent le contrôle éditorial de leur reportage, mais restent limités dans ce qu'ils ont le droit de filmer et de montrer, comme ici dans une localité totalement détruite de Gaza, ici encore dans les tunnels de l'hôpital Al-Shifa, et plus récemment dans ce tunnel de 4 km construit par le Hamas qui aurait servi à l'attaque du 7 octobre. Ce que veut nous montrer Tsahal, c'est ce tunnel. Voilà l'entrée du tunnel. C'est très grand, c'est construit en béton, avec même des conduits au-dessus. Ils font venir les journalistes pour montrer à quel point le Hamas était organisé. Des images soumises au contrôle de Tsahal, mais pour la toute première fois depuis le début de la guerre, la semaine dernière, une journaliste internationale, Clarissa Ward de CNN, a réussi à entrer à Gaza sans l'encadrement de l'armée israélienne. C'est inédit, elle a pu visiter un hôpital du sud de l'enclave. Notre visite vient seulement de commencer quand... C'est ça notre vie. Ça arrive au moins 20 fois par jour. Parfois plus. À l'intérieur, elle s'est rendue au chevet d'enfants victimes de la guerre avant que ne commencent à arriver les premiers blessés de l'explosion qu'on vient tout juste d'entendre. Ce reportage vous donne une idée de l'horreur absolue qui se passe à Gaza. Mais jusque-là, ces reportages ont été réalisés par les reporters de Gaza qui sont extrêmement courageux. Ce sont eux qui payent le plus lourd tribut de cette guerre. Les journalistes palestiniens à Gaza, on les voit très peu dans les médias occidentaux, mais ce sont eux, en effet, qui en subissent les premières conséquences. Depuis le début de la riposte israélienne, ils sont les seuls sur place à documenter ce qui s'y passe. Ça, c'était par exemple ce mois-ci. Les Palestiniens fuient la mort au nord pour la retrouver dans le sud. Ici, les citoyens vivent la famine et n'ont plus d'eau. Même la seule boulangerie du coin n'a pas échappé à ces frappes israéliennes. Ce marché est l'un des plus anciens et les plus grands marchés de la bande de Gaza. Voici à quoi ressemble le nouveau quotidien difficile pour ces gens qui cherchent désespérément de la nourriture et de l'eau. Sur les télévisions arabophones dans le nord et dans le sud de l'enclave, les images sont terribles. Pareil sur les réseaux sociaux où ce journaliste indépendant tente d'alerter le monde grâce à ces images filmées avec un drone. Now I'll show you the massive destruction that happened to the city in the middle of the strip. It got destroyed. All of it. Believe me, it's the most sadness that Gaza ever had. So, yeah, here it is. Et comme tous les autres civils à Gaza, les journalistes palestiniens ne sont pas épargnés. Ce reporter palestinien a vu périr 22 membres de sa famille dans un bombardement israélien. Lui a perdu son père la semaine dernière. Cet autre reporter a perdu sa femme et ses enfants fin octobre avant d'être lui-même blessé dans un bombardement vendredi dernier. Une frappe dans laquelle ce caméraman d'Al Jazeera a aussi perdu la vue. Regardez derrière moi cette liste de noms qui ne cesse de s'allonger. Le comité de protection des journalistes affirme même que ce mois-ci a été le mois le plus meurtrier depuis sa création en 1992. La liste est longue. Souvenez-vous du discours de ce journaliste palestinien le mois dernier lorsqu'il apprenait la mort de l'un de ses collègues. Personne ne nous protège, nous les journalistes. Ces gilets, ils nous protègent pas. Nous sommes des victimes en direct à la télévision. Et nous ne faisons qu'attendre notre tour. Et d'après le comité de protection des journalistes, près de 70 journalistes seraient décédés depuis le début de la guerre, dont 61 seraient palestiniens. On termine avec la Russie. Vladimir Poutine est donc officiellement candidat à sa réélection. Pour un 5e mandat, voilà, le dirigeant russe règne sur son pays depuis il va gagner depuis près de 25 ans. Et il ne compte pas évidemment s'arrêter là. L'annonce est tombée il y a quelques jours à la télévision russe. C'est l'information politique importante du jour. Vladimir Poutine participera aux élections présidentielles l'année prochaine. Ça y est, le compte à rebours a commencé. Il reste 87 jours avant les élections. Le chef d'État a fait part de sa décision après une cérémonie qui s'est tenue au Kremlin. Oh ben ça, alors quelle surprise! La présidentielle se tiendra en mars prochain, mais il n'y a pas de gros suspense sur sa réélection. Poutine devrait être réélu dès le premier tour. Il a été élu pour la première fois en 2000. Cette semaine, il a tout de même tenté de se faire passer pour un candidat normal avec l'aide de la télévision d'État.
Nous sommes dans la salle de réunion de la commission électorale centrale. Vladimir Poutine est le premier à déposer son dossier pour devenir candidat au poste de président de la Russie. Ensemble avec vous, nous allons suivre cette procédure dans les moindres détails. Et depuis, 16 candidats au total auraient déjà osé déposer plainte, ou déposer candidature face à lui. Comme n'importe quel autre candidat, Poutine est donc allé déposer son propre dossier. Merci de bien vouloir me montrer votre passeport. Oui, le voici. Merci. Merci. Vous connaissez le président, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde le connaît. Mais conformément à la loi, nous devons nous assurer de l'identité de la personne. La loi est la loi, elle est la même pour tous. Bah oui, la loi est la même pour tous, même pour le président russe. Sa candidature a également été soumise au vote du parti au pouvoir. Attention, suspense. Qui est pour? Contre? Vous vous êtes abstenu? Adopté à l'unanimité. Ben voilà, ça c'est démocratique, une candidature adoptée sans surprise à l'unanimité. On n'imaginait pas l'inverse évidemment, toute tentative d'opposition a été étouffée ces dernières années dans le pays. Ce dimanche, Vladimir Poutine prononçait donc son premier discours de candidat. Les médias ont surtout retenu cette phrase. La Russie ne peut pas, comme certains pays, sacrifier sa souveraineté contre des saucisses. Une référence sans doute à la saucisse ukrainienne. Vladimir Poutine a promis de faire de la Russie une puissance souveraine. Merci.